Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Migration FM. À l'occasion de cette émission du 27 septembre 2025, émission au cours de laquelle nous allons accueillir notre invitée Marie-Gervais Pilon, vice-présidente de l'organisme à but non lucratif Québec Réunifié. Au cours de cette émission, nous allons élaborer autour du thème regroupement familial des familles déportées Québec Réunifié en lutte. Qu'est-ce que Québec Réunifié? C'est un regroupement de citoyens nés à l'initiative des Québécoises et Québécois concernés par les délais et obstacles administratifs liés au parrainage familial au Québec. L'organisme à but non lucratif rassemble des personnes qui parrainent et qui sont parrainées, des professionnels, des bénévoles et des membres de la communauté scientifique qui ont à cœur de documenter les impacts des politiques d'immigration sur le regroupement familial et de poser des solutions concrètes, équilibrées et applicables. Fondé en 2003, Québec Réunifié est devenu en si peu de temps un acteur de référence sur les questions relatives au regroupement familial, particulièrement dans le contexte québécois. L'organisme, faut-il le rappeler, est non partisan, indépendant et structuré autour d'un comité de membres honoraires, d'un conseil d'administration et d'un comité de direction qui veille à l'intégrité de ses actions et de ses communications. Le regroupement s'est doté pour mission de contribuer par des démarches rigoureuses et respectueuses à une meilleure compréhension des enjeux vécus par les familles québécoises engagées dans un processus de parrainage. Il vise donc à soutenir l'amélioration des pratiques administratives, la cohérence des politiques publiques ainsi que le maintien d'une immigration compatible avec les valeurs d'humanité, d'efficacité et de justice administrative. Dans le cadre de la consultation sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 au Québec, et dans son mémoire intitulé pour une politique de regroupement familial équitable, prévisible et conforme aux standards internationaux, Québec Réunifié a formulé quelques recommandations clés. Notre invitée, Marie-Gervais Pilon, est avec nous aujourd'hui pour élaborer autour de ces mémoires et bien d'autres points saillants de l'actualité sur l'immigration au Québec et surtout le regroupement familial. Et d'entrée de jeu, bonjour Madame la vice-présidente. Bonjour Norbert, j'espère que ça va bien ce matin. Ça va bien, merci. Je pense qu'elle devait bien aller. Le technicien est à la mallette et tout ira bien. Le 10 septembre dernier, Madame la vice-présidente, malgré une vaste mobilisation citoyenne et juridique, M. Jonas Kiese Omba a été déporté vers la République démocratique du Congo. Ce jeune père, établi au Québec depuis 2019, a dû quitter son épouse canadienne, Mme Fanny Séguin, et leur nourrisson Kimia, âgée seulement de 3 mois, et elle-même citoyenne canadienne. C'est très affligeant selon vous, non? Absolument. C'est un scandale, en fait, ce que vit cette famille-là. Ce que vit la famille de Jonas, la famille de Fanny, c'est absolument déchirant de penser même que parce que il y a une problématique autour de la déportation de Jonas, c'est qu'il aurait participé à une manifestation d'un groupe controversé en RDC qui lui aurait valu d'être classé donc comme terroriste, et je l'utilise avec des très grands guillemets parce que on sait qu'il y a des personnes qui sont classées aussi là dans cette catégorie-là, qui sont parfaitement pacifiques, comme Jane Aidoo, l'ancien ministre de Nelson Mandela. Donc, on est en droit de se poser beaucoup de questions sur la façon dont ces déterminations-là sont faites. Et ce monsieur-là, donc Jonas, était allé à une manifestation à l'âge de 17 ans. Il était donc très jeune. C'était une manifestation pacifique. Et ayant participé à cette manifestation-là, il a perdu son droit d'être au Canada. Il a été déclaré inadmissible. C'est absolument épouvantable qu'une personne qui manifeste se perde, soit déclarée inadmissible et particulièrement soit arrachée à son épouse et à son enfant. C'est ça que je trouve particulièrement épouvantable. Il y a une famille derrière tout ça. Il y a un enfant qui va devoir connaître peut-être une vie sans son papa pendant un certain temps. Bon, après ça, on sait
que Madame Séguin prévoit quitter le Canada définitivement avec Kimia pour s'établir en Afrique parce qu'elle ne veut pas vivre sans son mari. Donc, on sait que la famille va éventuellement vivre une réunification en sol africain. Aux dernières nouvelles, selon Soleil, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai l'information que possiblement ça serait même en RDC, mais il reste que personne ne devrait être obligé de quitter son pays parce que on est tombé en amour avec une personne qui vient d'ailleurs. C'est complètement inacceptable. Fanny devrait pouvoir rester ici si c'est ce que elle, Jonas et Kimia désirent. Voilà, on est très solidaire de ce que vit la famille qui Séguin. C'est vraiment épouvantable. Dans quel état se trouve Madame Fanny Séguin depuis cette déportation? Ben écoutez, elle est très fâchée. La colère est palpable, donc non seulement chez Madame Séguin, mais aussi dans la communauté, parce que il faut savoir que Jonas s'était établi à Saint-Anselme, qui est une petite communauté aux abords de Québec. C'est un village de tout petit village qui héberge une usine qui s'appelle Excel d'Or. Et Jonas travaillait à Excel d'Or. Donc, toute la communauté, en fait, s'était vraiment mobilisée autour de Jonas pour essayer de garantir son droit de séjour au Québec. Toute la communauté, il y a même des membres de la communauté qui sont allés l'escorter à l'aéroport. On a vu le maire de Saint-Anselme s'exprimer publiquement sur la question. Donc, Fanny est en colère, mais sa colère est partagée aussi par sa communauté, là, par son village. Et je crois même que il ne prévoirait pas de revenir au pays, même si le droit de séjour était rendu, restitué à Jonas. J'ai l'impression que c'est un départ permanent pour cette famille-là, parce qu'ils se sont fait sentir vraiment pas les bienvenus en terre canadienne. Et je dis en terre canadienne parce que c'est une décision de l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc je suis très critique des politiques québécoises, mais là c'est vraiment les politiques canadiennes qui méritent d'être critiquées sur cette question-là. Donc, il y a beaucoup de questions à poser sur ce qu'a vécu la famille de Jonas et Fanny. C'est particulièrement choquant. En dehors de Jonas Kissirumba et sa famille, est-ce qu'il y a d'autres familles qui sont dans cette situation-là et qui craignent d'être déportées d'ici là? Absolument. Ben en fait, on a eu l'expérience là de aussi la famille Giroux-Sanchez. Donc c'est Léna Giroux et son mari Éric Sanchez. Ils ont une petite fille de 2 ans. Léna, en fait, j'ai rencontré Léna sur un groupe qui s'appelle Faces of Advocacy, qui défend le droit à la famille dans le reste du Canada. Elle cherchait là donc de l'aide, et puis il se trouve qu'elle est au Québec, donc Québec Réunifié s'est impliqué pour l'aider. On a su que en fait, parce que la demande d'asile de M. Sanchez avait été refusée par le Canada, maintenant il était à risque d'être déporté. Pour pouvoir éviter la déportation, il fallait démontrer un certain avancement dans le dossier de parrainage et les documents étaient très difficiles à obtenir. Donc, on a eu une certaine mobilisation autour de la famille. Entre autres, Suzanne Colpron a rapporté leur histoire dans la presse. Léna, qui parle très bien anglais, est aussi allée s'exprimer là sur les ondes de CJAD 800. Pour justement là parler du vécu de sa famille. Ça a pris quelques jours, finalement, miraculeusement, les documents ont été envoyés aux consultants de Léna et Éric, et maintenant la déportation semble avoir été évitée pour cette famille-là. Ça aurait été vraiment dramatique si c'était arrivé. Je dois absolument le rappeler que ça aurait été catastrophique si Éric avait été déporté. Il est soutien de famille, il a 2 emplois. Leur petite fille, Julie, a des problèmes de santé qui font que maman doit être présente avec elle beaucoup plus que pourrait l'être une maman qui travaille à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il y avait un risque très réel aussi que si M. Sanchez était déporté, son épouse et sa petite fille auraient été peut-être même à la rue directement. C'était une conversation une peur que Mme Giroux me partageait sur une base assez régulière
qu'elle avait très peur, en fait, de carrément devenir sans-abri si son mari était déporté. Donc, c'est absolument tragique, là. On est dans des histoires cauchemardesques qui devraient pas avoir lieu dans une société civilisée et démocratique et aussi avancée que la nôtre. Donc, on est en droit aussi de s'inquiéter aussi de qu'est-ce qui va se passer après, parce que il y a d'autres familles qui sont dans ces situations-là. Les demandeurs d'asile sont au Québec depuis plusieurs années. Il y en a qui tombent en amour avec des Québécois, des Québécoises, qui vont se faire parrainer. Et être en parrainage, apparemment, ne protège pas la personne d'une mesure d'expulsion. Ça, c'est très inquiétant pour moi parce que je me dis, mais ces gens-là, ils ont le droit d'aimer, ils ont le droit d'être aimés. Les Québécois et les Québécoises qui tombent en amour avec une personne qui a demandé l'asile ont le droit d'avoir leur conjoint avec eux. Donc, il devrait y avoir une mesure qui permet de ralentir, de réduire complètement ou de mettre fin complètement à cette mesure-là. D'autant plus que le parrainage, s'il est accepté, va donner lieu à une mesure d'autorisation de retour en territoire. Alors, où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne retarde pas tout simplement cette prise de décision-là jusqu'à ce que le parrainage soit traité? C'est une mesure qui devrait être adoptée par le Canada, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes, effectivement, pour les couples qui comptent une personne qui est présentement en situation de demande d'asile. Et il doit y en avoir certainement plus que 2, parce que là, c'est 2 qu'on a vu médiatiser dans les dernières semaines, mais c'est certainement plus que 2, là. Donc, c'est quelque chose qui doit être considéré, je crois. C'est vraiment dommage pour ces familles. Nous allons revenir plus profondément à la fin de cette émission, puisqu'il y a des citoyens qui ont posé des questions pour en savoir davantage. Nous allons rentrer en plein dans le sujet qui défraie la chronique, la consultation sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2027. Comment appréciez-vous cette démarche du gouvernement québécois, Madame la Présidente? Écoutez, c'est une démarche qui est obligatoire. Il faut savoir que le gouvernement n'a pas le choix que de consulter la population sur l'immigration. Donc, faut pas voir l'existence de la consultation comme un geste de bonne volonté. C'est une obligation juridique qui est remplie. Après, est-ce que cette consultation, est-ce que cet exercice-là auquel on va participer, puis Québec réunifié a non seulement soumis à mémoire, mais sera présent à la consultation. Moi-même et Jean-Sébastien Gervais, nous serons à l'Assemblée nationale le 23 pour présenter les revendications de Québec réunifié et parler pour les familles. Donc, on va faire notre mieux pour représenter toute notre communauté. Mais faut savoir que le gouvernement n'a pas le choix que de se plier à cet exercice-là. Donc, le fait que l'exercice ait lieu n'est pas en soi une mesure de bonne volonté. La question, c'est est-ce que le gouvernement va, à la suite de la consultation, réviser les scénarios proposés dans la consultation? Parce qu'au moment où on se parle, ce sont des scénarios pour les familles qui seront absolument catastrophiques. On parle de 5800, dans le pire scénario, on parle bien de 5800 admissions par année pour le regroupement familial. Alors, sachant qu'il y a à peu près 25 000 couples et probablement plus, puisque les chiffres ne sont pas à jour, qui sont en attente. On va parler là de délais d'attente absolument astronomiques. On a fait des projections et ça pourrait se rendre jusqu'à une décennie complète d'attente pour réunir un seul Canadien, un couple qui attend dans le parrainage familial au Québec. Donc, c'est vraiment catastrophique. La question, c'est est-ce que le gouvernement va écouter et revenir sur les scénarios qui sont proposés, qui sont largement inadéquats, qui ne répondent pas à la demande des Québécois. Alors, sachant que le regroupement familial est à la base d'une catégorie qui ne devrait pas être controversée et qui ne l'est pas, puisque la population nous appuie. Donc ça c'est ça ma vision là, de la consultation. Puis je sais pas s'il y a des conseillers politiques qui nous écoutent, mais s'il y en a qui nous écoutent, je vous invite fortement à faire à avoir une conversation avec les élus pour qui vous travaillez, messieurs les conseillers politiques, parce qu'il faut que ça change. C'est pas possible de dire à un Québécois, une Québécoise, tu vas devoir attendre 10 ans pour voir ton conjoint, ta conjointe. C'est complètement inacceptable. Il y a pas un pays au monde qui fait ça en ce moment. Donc on peut pas maintenir ce rythme-là, c'est pas possible. Dans le cadre de cette consultation, vous avez préparé un mémoire. Il est intitulé « Pour une politique de regroupement familial équitable, prévisible et conforme aux standards internationaux ». Pourquoi équitable? Vous avez l'impression que c'est inéquitable, les procédures de regroupement familial ici au Québec, et puis est-ce qu'il y a un problème d'imprévisibilité et est-ce que c'est pas conforme aux standards internationaux?
Est-ce que vous trouvez que c'est équitable de devoir attendre de pouvoir faire vie commune avec son conjoint ou sa conjointe pendant au moins 4 ans? Non. Poser la question, c'est y répondre. Donc, c'est évidemment, c'est inéquitable au niveau du délai d'attente. C'est aussi inéquitable au niveau de la gestion administrative. Ils ont la suspension des CSQ, c'est complètement inéquitable envers les nouvelles familles qui sont en parrainage. On a dans notre collectif une jeune femme qui se marie le mois prochain, qui va commencer son processus de parrainage dans pas très long. Pour cette jeune famille-là, ils vont devoir attendre jusqu'en juin 2026 pour pouvoir demander le CSQ. Après ça, comment ça va se passer en juin 2026 au niveau de l'émission des CSQ? Personne ne le sait. Il n'y a aucune liste d'attente qui a été établie. On sait qu'il va y avoir rendu là des milliers de personnes qui attendent pour avoir le CSQ, qui vont se ruer pour envoyer leur demande. Est-ce qu'ils vont respecter le principe du premier arrivé, premier servi? Il n'y a aucune information. Donc, au niveau de l'équité, comme il n'y a pas de transparence, on ne peut pas parler d'équité. Donc, ça, pour moi, c'est les deux aspects, là. C'est cette suspension arbitraire des CSQ, sans mode de retour compréhensible ou prévisible, et évidemment, ces délais qui sont, comme vous l'avez déjà dit une fois, je pense que c'était il y a 2 ans, vous les aviez qualifiés de kilométriques. Moi, maintenant, je les qualifierais d'astronomiques. On n'est même plus dans le kilomètre, là, on est dans les années-lumière. Alors, c'est pas équitable, évidemment. Et puis, au niveau des standards internationaux, bien évidemment, ça l'est pas non plus. Il n'y a aucun pays au monde qui va faire attendre une famille pendant 3 ou 4 ans pour qu'ils puissent être ensemble. Ça n'existe pas sur la Terre en ce moment. Donc, on a fait Québec Réunifié a fait une recherche là, dans les dernières années sur justement les différents standards qui existent. Et on a bien vu que les standards, lorsqu'on les avait vérifiés, étaient à 33 mois. C'était unique et qu'il n'y en avait pas d'autres dans le monde. Et ça n'a pas changé depuis puisque nos standards ont augmenté. Donc, on est encore le pire pays, en fait, pour la réunification familiale au monde en ce moment. Voilà. Donc, on n'est pas conforme, puisque la plupart des pays sont dans moins d'1 an. Et dans certains cas, on parle de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Dans le cadre des consultations, et vous l'avez dit tantôt, dans le cadre de ces consultations, vous serez reçu le 23 octobre prochain. Et à cette occasion, vous allez déposer votre mémoire. Et ce mémoire-là, nous avons pris connaissance de ce mémoire et puis vous faites des recommandations en 7 grands points. Si nous ne nous trompons pas, le premier point, c'est reprendre immédiatement l'émission des CSQ pour les conjoints et enfants majeurs parrainés via le point familial. Donc c'est tout un ensemble de recommandations sur 7 points. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière sommaire de ces recommandations, Madame la vice-présidente? Oui, bien sûr. Écoutez, on a donc 7 recommandations, puis l'ensemble des recommandations vise toujours, en fait, dans le fond, le but, c'est de faciliter et accélérer le regroupement des familles et mettre fin à la crise, parce que c'est une crise. On est dans une crise du regroupement familial en ce moment. Quand on parle de faire attendre les familles pendant 41 mois et plus, on est rendu dans une crise et elle ne va que continuer à s'empirer si aucun geste n'est posé. Donc, on demande de reprendre immédiatement l'émission des CSQ parce que ça réglerait le problème d'équité qu'on a soulevé tout à l'heure. Si l'émission des CSQ est reprise, il n'y a pas de problème au niveau de la détermination du mode de reprise lorsqu'il aura lieu à l'automne, à l'été 2026. Donc, ça, c'est simplement la recommandation qui est faite. Et puis, on demande évidemment de prioriser les conjoints parce que les parents et les grands-parents ont accès au supervisa. Donc, c'est une mesure qui n'est pas possible pour les conjoints en ce moment. Alors, comme cette mesure-là n'existe pas, mais on demande de prioriser les conjoints. Et on demande aussi de fixer un délai légal de 12 mois pour le traitement des conjoints des enfants majeurs, qui est en fond un délai qui est aligné avec la norme de traitement d'IRCC pour les demandes externes. Et évidemment, dans cette même logique-là, on demande aussi de traiter hors quota les gens qui ont un CSQ et qui attendent depuis plus d'1 an.
donc, c'est pour encore une fois arriver à ce standard de 12 mois. C'est toujours ça le même motif. Le motif, c'est qu'on veut le standard de 12 mois. Et de cette même logique-là, on demande carrément d'exclure le regroupement familial des quotas. Ça a déjà été fait dans d'autres catégories, entre autres pour les gens d'affaires en 2023. Alors, il n'y a pas de raison que ça pourrait pas être fait pour la nôtre. Et de la même manière, on demande aussi là, éventuellement même légiférer pour protéger les familles, pour que le droit à la famille soit reconnu et que ce soit donc légiféré et protégé à long terme. On a aussi ajouté une recommandation sur l'intégration parce que une des inquiétudes ou une des préoccupations importantes du gouvernement, c'est l'intégration des immigrants. Donc, on a dit, ben écoutez, à ce moment-là, mettez sur une base volontaire un contrat d'intégration qui permet un accès accéléré à la francisation, à l'information civique, à l'emploi, ou aux mesures d'employabilité. Bon, ça, c'est les modèles français et danois ont ça, donc on l'a proposé en se disant que ça pourrait peut-être intéresser le gouvernement. Et puis, évidemment, ben nous, on considère qu'on est quand même la catégorie qui a le moins de problèmes d'intégration puisqu'il y a un Québécois directement impliqué dans le processus qui s'assure de faciliter le parcours de la personne qui arrive. Alors, c'est ça nos sept grands piliers qui ont toujours évidemment le même objectif qui est rapidement réunir les familles pour mettre fin à cette crise qui est quand même déchirante, là. Faut pas se leurrer sur l'ampleur de la souffrance que vivent les familles en ce moment. Merci. Les chiffres d'immigration publiés par Ottawa dressent un portrait inquiétant. 2,2 millions de demandes en attente, près d'1 million en retard, moins de nouveaux arrivants, mais des familles qui attendent encore et encore. Quel commentaire sur ces chiffres-là? Mais écoutez, c'est encore une fois une question de capacité de traitement. Hein. On sait que IRCC a connu des coupes importantes au niveau là, des employés. Donc, ceci explique cela. Faut pas chercher midi à 14 heures. Si les dossiers sont moins traités, c'est aussi qu'il y a moins de gens pour les traiter. Il y avait un conseiller en immigration qui s'appelle Steven Murrens, qui fait un consultant, pardon, qui fait des demandes à l'information sur Twitter, qui régulièrement republie ce qu'il obtient comme information. Et je me rappelle qu'il avait déjà obtenu l'information sur le temps de traitement accordé aux agents d'IRCC pour traiter les demandes. Et c'est à peu près 8 minutes par dossier. 8 minutes, c'est très peu de temps pour déterminer ce qui se passe dans le dossier. Et ça veut dire aussi que s'ils ont juste 8 minutes, ben, ils peuvent pas traiter les dossiers plus complexes. Donc, forcément, les dossiers plus complexes vont être relégués à plus tard. Alors, voilà, c'est ça mon commentaire. C'est que s'il appartient aussi au fédéral de poser les gestes pour avoir assez de gens pour traiter ces dossiers-là. Ma mère dit toujours, l'argent circule, les gens circulent. Ben, c'est normal qu'il va y avoir plus de circulation humaine aussi, là. Ben, si je comprends bien, la faute n'incombe pas seulement au Québec. Il y a aussi la main du fédéral derrière. Ben, écoutez, le fédéral a une responsabilité importante parce que on sait que l'accord Canada-Québec, particulièrement pour le regroupement familial, donne au fédéral la responsabilité de la mission et de la sélection des immigrants. Donc, pour ce qui est du regroupement familial, une fois que le CSQ est émis, le Québec ne devrait pas avoir la possibilité de déterminer un quota. On s'entend que là, en 91, lors de l'accord, on parlait de cible. Et une cible peut être dépassée. Là, on parle maintenant de niveau d'immigration. Un niveau ne peut pas être dépassé. Donc, il y a eu un glissement sémantique au niveau du sens des mots, qui fait qu'aujourd'hui, Ottawa permet à Québec de dire on va prendre seulement 10 400 ou 8 500 ou 5 800 personnes parrainées là, dans le cadre du regroupement familial, mais il ne devrait pas pouvoir le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Acadie, dans son mémoire, défend également. Parce que moi, je ne suis plus membre du barreau, je peux pas émettre d'avis juridiques, mais je peux répéter les avis juridiques des autres. Donc ça, c'est l'avis juridique de l'Acadie. Ils me disent, mais c'est normalement, Ottawa ne devrait pas faire ça et que le Québec n'a pas le droit de le faire. Donc, oui, c'est une responsabilité partagée dans tous les sens.
Est-ce que vous avez l'impression que depuis l'avènement de M. McCann comme Premier ministre au niveau du fédéral, les choses ont évolué? Pas vraiment. J'ai pas l'impression que M. Carney s'intéresse au dossier d'immigration. J'ai même pas l'impression que la ministre Diab de l'immigration s'intéresse au dossier de l'immigration parce qu'elle en parle très peu sur ses réseaux. Évidemment, Québec réunifié, qu'on maintient une relation là, avec son cabinet, et la dernière fois que nous avons rencontré leur cabinet, nous avons d'ailleurs relayé cette inquiétude-là de nos membres à son représentant en disant, mais la ministre, est-ce qu'elle est présente? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle a rencontré le ministre Roberge? Est-ce qu'elle s'intéresse au dossier du parrainage familial au Québec? Et la réponse qu'on a eue, c'est oui, ils se sont rencontrés. On peut pas vous en dire plus. Là, on a dit, faudrait qu'elle dise quelque chose, faudrait qu'elle fasse une sortie, faudrait qu'elle s'exprime publiquement parce que là, on a l'impression qu'elle se désintéresse du dossier. Et on s'est fait dire, très bien, c'est noté. Donc, voilà, on a fait le travail de transmission, mais effectivement, j'ai pas l'impression que la ministre est particulièrement impliquée dans le dossier, surtout en ce qui concerne le Québec. D'ailleurs, il nous est même impossible maintenant de la taguer sur Instagram quand on fait nos publications. Donc, ça devient très difficile même de lui communiquer sur une base quotidienne là, les messages qu'on a à communiquer. Donc, connexion un peu plus difficile. Oui, plus difficile. C'est sûr qu'en plus, elle n'est pas au Québec, hein, elle est en Nouvelle-Écosse. Donc, on peut pas non plus... dans le temps où c'était Mark Miller, on pouvait aller faire des manifestations devant son bureau. En tout cas, pour l'instant, on peut encore faire des manifestations devant les bureaux de députés, à voir si ça peut continuer avec les changements proposés par le gouvernement du Québec. Mais on peut pas vraiment aller manifester facilement devant le bureau de la ministre Diab. C'est beaucoup plus complexe. Alors... ça aussi, c'est une complication. L'autre chose aussi, c'est que le bureau de Mark Miller était géographiquement proche du bureau de notre allié Guillaume Clich-Rivard, parce que Québec solidaire nous appuie dans notre démarche de façon extrêmement proche. Donc, il y avait la possibilité aussi des fois d'avoir des intercessions par le député provincial, de dire ouais mais là allez rencontrer, il y avait des intercessions possibles. Là c'est plus difficile parce que le député provincial n'a aucun rapport, n'a aucun lien avec la ministre Diab. Donc, toujours dans le cadre de ces consultations sur la planification pluriannuelle 2026-2029 au Québec, le Conseil du patronat du Québec, dans son mémoire, propose 70 000 admissions permanentes par an, dont 44 800 économiques, 15 200 en regroupement familial et 3 600 sur le terrain humanitaire. Est-ce suffisant pour vous le nombre de conseils patronaux? C'est pas suffisant, mais c'est déjà mieux. Pour avoir un statu quo au niveau des délais, il faudrait qu'il y ait 17 000 admissions par année. Parce que c'est à peu près le nombre de demandes qui existent par année. Mais avec 15 000, on n'est pas loin du 17 000. Donc, si on est à 15 000, on peut espérer au problème. Hein. Les délais tels qu'ils sont affichés sur le site du RCC, au moment où on se parle aujourd'hui, votre demande, elle est traité selon le délai qui est affiché sur le site de l'RTC aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si vous avez appliqué en 2022, puis que l'IRCC affiche 41 mois aujourd'hui, vous devez attendre 41 mois aujourd'hui. Même si vous avez appliqué en 2024, puis qu'aujourd'hui, vous regardez, puis que c'est marqué 41 mois, vous aussi, vous allez attendre 41 mois. Et si les délais continuent d'augmenter, puis qu'ils augmentent plus vite que le temps ne passe, ça devient impossible de rattraper le délai. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais ça devient impossible de rattraper le délai. Donc, avec 15 000, on peut avoir un espoir de rattraper le délai. Avec 8 500, c'est impossible. En fait, ça devient prohibitif. Ça devient carrément une interdiction, en fait, de tomber en amour avec un étranger parce que on n'aura jamais la possibilité de rattraper ce délai-là. Voilà. C'est pour ça qu'on est en campagne, hein, Québec réunifié est en campagne pour demander aux membres et aux gens du public de signer la pétition. Parce que quand on va aller à la consultation le 23 octobre, moi, je vais y aller, je vais mettre ma tête sur le bio, Jean-Sébastien aussi, mais il faudrait qu'on soit capable d'y aller avec la force de dire, regardez, on a une pétition,
on a l'appui de X nombre de personnes. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on est à un peu plus que 5300. C'est pas beaucoup, c'est très peu. Où sont les 25 000 personnes du regroupement familial? J'aimerais ça avoir 25 000 signatures au moins, puisque c'est le nombre de personnes affectées. Donc, moi, j'ai un message aujourd'hui à faire aux gens qui nous écoutent, qui sont affectés, puis ou même qui ne le sont pas, mais qui s'intéressent à la question. Signez la pétition. Si je suis capable d'aller en commission parlementaire en disant « j'ai des dizaines de milliers de personnes qui appuient mon propos », c'est beaucoup plus fort que si j'y arrive en disant « j'ai 5 000 personnes qui appuient mon propos ». Alors, s'il vous plaît, signez cette pétition et repartagez-la. C'est urgent, c'est important, c'est essentiel, parce que c'est avec l'appui populaire qu'on va pouvoir convaincre le gouvernement qu'on est un interlocuteur sérieux. Nous allons souffler un peu à musique, le temps pour vous d'aller prendre un verre d'eau. Merci. Ça sera pas long. Yeah! Asma, la vie là c'est quoi même? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Frère de Dieu, mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français, mais lui aussi il est parti travailler. Viamboka, mobaya ezali pasi mingi, kasi nyoso, yoko salari, ezali, nako putandako, oko nako somba biloko ya kolea, oh. Pour des auditrices, auditeurs qui nous rejoignent en ce moment, notre émission hebdomadaire de ce 27 septembre 2025 a pour invité Marie-Gérès Pilon, vice-présidente de l'organisme à but non lucratif Québec Unifié, qui élabore autour du groupement familial au Québec des familles déportées Québec Unifié en lutte. Madame la vice-présidente, réagissant sous un poste du député Guillaume Clé-sur-Riva, qui invite d'ailleurs à signer une pétition de votre organisme, un certain Michel Pinol écrit, je cite, « Voilà un élu québécois qui travaille pour des gens non québécois par nos impôts. Une plaie pour le Québec, une nuisance pour le pays. » Est-ce que ce commentaire a vraiment sa place dans le contexte actuel? Ben écoutez, moi je pense que Michel Pinot sait pas c'est quoi le parrainage familial, parce que moi je suis une Québécoise, moi je parraine mon mari, et donc effectivement, Guillaume Clé-sur-Riva travaille pour une Québécoise, puisque je suis moi une Québécoise qui parraine. Alors s'il y a des xénophobes comme M. Pinot, parce que ça c'est de la xénophobie avouée et assumée, qui nous écoutent, écoutez, les députés qui défendent le regroupement familial défendent le droit des Québécois, comme moi, à leur famille. C'est tout simplement ça. Et c'est le travail d'un député de défendre les droits des citoyens. Donc, et je dirais la même chose en passant de n'importe quel élu qui me défendrait. Même si j'ai beaucoup d'affection personnellement pour Guillaume, ce serait, quel que soit l'élu qui me défend, je vais dire la même chose. Cet élu me défend, je suis une citoyenne et il fait son travail. Donc, c'est un commentaire qui n'a pas sa place. Très bien. Les Québécois reprochent aussi au député Guillaume Clé-Richard, qui soutient vos démarches, bien sûr, et c'est très bien, de mettre la sécurité et la stabilité du Québec en jeu. Ils estiment que l'immigration doit être gérée avec rigueur et non sous pression émotionnelle. Que répondez-vous? Quel étrange commentaire. Quel étrange commentaire. Je pense qu'il y a rien de. Ben évidemment, c'est émotionnel la famille. On peut pas faire semblant que ça l'est pas. Ce serait hypocrite de dire le contraire. Mais il y a des raisons rationnelles aussi de vouloir appuyer le regroupement familial. Je veux dire, une personne qui attend son conjoint pendant des années va dépenser de l'argent qu'elle pourrait autrement investir dans la société québécoise. Et elle va dépenser cet argent à l'extérieur du pays. Donc, il y a effectivement une perte au niveau là, du pouvoir d'achat des personnes qui parrainent directement
liées au délai. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a l'air d'une gang de tatas. Et je le dis comme ça parce que je pense que c'est le niveau de langage que la personne qui a fait ce commentaire-là a besoin d'entendre. On se croit une société avancée. On a l'air d'une gang de tatas à essayer de gérer la vie personnelle de nos propres citoyens. Moi, je suis une citoyenne québécoise. J'ai le droit de choisir qui j'aime. On est en 2025. Donc, on n'est plus à l'âge du droit de cuissage où le Seigneur pouvait choisir qui épousait qui. OK? Et si c'est ça, le Québec, que ces gens-là défendent, je pense qu'ils ont choisi le mauvais pays parce qu'en fait, il y a un pays un peu plus au sud où c'est à peu près ce genre de politique-là qui sont en place. Donc, je pense que c'est eux qui doivent réfléchir aussi là, à ce qu'ils ont comme valeur parce que c'est pas des valeurs québécoises. C'est pas ça, le Québec de René Lévesque. Le Québec de René Lévesque est accueillant. Le Québec de René Lévesque est au contraire un Québec qui se nourrit de diversité. C'est aussi le Québec de Falardeau. Puis il n'y a pas plus indépendantiste qu'un Falardeau. Il n'y a pas plus aimant et amoureux du Québec que Falardeau. Et si vous croyez que le Québec est un Québec de haine, ben c'est pas le Québec de vos icônes, là. Vous n'avez pas compris le Québec. Très bien. Question de Josiane depuis Toronto en Ontario. Pourquoi au Québec c'est la catégorie qui attend toujours le plus pour avoir la résidence permanente? Parlant de la catégorie de regroupement familial. C'est une bonne question. Je pense qu'on nous a oubliés. Tout simplement. Lorsque les niveaux d'immigration ont été déterminés en 2023, le cahier de consultation a été organisé selon d'abord les objectifs du parti au pouvoir. Donc, ils ont donné beaucoup d'importance aux catégories économiques. Par la suite, ils ont été voir qu'est-ce qu'ils devaient faire pour respecter leurs obligations internationales. Après ça, il y avait une promesse électorale en place. Donc, ils ont fait une soustraction très simple. Voici ce qu'on a promis qu'on accepterait. Qu'est-ce qui reste? Il reste 10 400. Ben ça, c'est le regroupement familial. Évidemment, ça répond pas à la demande puisqu'il y a 17 000 personnes à peu près par année qui demandent à faire venir un conjoint. Donc, ben, par année, ça s'accumule et ça crée des délais. Voilà. Question Myriam, le Québec est beaucoup trop strict avec l'immigration au point où mon épouse, elle l'a depuis 1 an et n'a même pas droit à la RAMQ. Comment expliquer cela? Ben, écoutez, là, on tombe dans les dossiers personnels. Premièrement, je tiens à rappeler que je ne suis ni avocate ni consultante en immigration, donc je suis pas à l'aise de commenter sur un dossier particulier. Il faut savoir que pour avoir droit à la RAMQ quand on est présent comme visiteur, il faut avoir soit l'approbation de principe si on est en parrainage interne, soit avoir un permis de travail ouvert et un emploi supposément là, à durée indéterminée ou depuis plus de 6 mois. Ben voilà, moi c'est la réponse que j'ai à donner. Ça veut dire manifestement que votre épouse ne satisfait pas à l'un de ces critères et il faut poser les gestes pour répondre à ces critères-là. C'est vrai que en ce moment, le délai de traitement pour le permis de travail ouvert pour les conjoints, ben pour n'importe qui en fait, est extraordinairement long. On parle d'à peu près 6 mois. Donc, il faut faire la demande de permis de travail ouvert rapidement, surveiller les délais à chaque semaine, faire une plainte dès que le délai est dépassé et puis rouler de cette façon-là. Et puis évidemment, les personnes qui sont en permis de travail ouvert, qui arrivent à échéance, ben en tout cas, si j'étais à leur place, je ferais la demande de renouvellement très tôt dans le processus pour justement pas tomber en statut maintenu. Voilà. Très bien, nous abordons la dernière ligne droite de cette émission qui, à mon avis, est pleine de rebondissements. Marie, le 23 octobre prochain, vous serez entendu par la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre de cette consultation pluriannuelle. Quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre? Ben écoutez, moi j'espère avoir un peu d'écoute des délégués qui vont être présents. Les personnes qui vont nous rencontrer, ce sera donc, il y aura au moins 4 personnes, là, donc un pour la CAQ qui est au pouvoir, probablement là André Morin du Parti libéral du Québec, probablement Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire ou un représentant. Et puis, il y aura un représentant du Parti québécois aussi, là, possiblement Pascal Bérubé, parce que c'est l'élu qui a le dossier d'immigration, mais ça pourrait aussi être quelqu'un de délégué.
Et évidemment leurs attachés. Ça, c'est les gens qui vont nous entendre. Moi, ce que j'espère, c'est être capable au moins d'avoir un peu d'écoute, d'avoir un peu d'ouverture de leur part, parce que on parle de scénarios qui sont extraordinairement durs pour les familles. Donc, il faut trouver une façon de faire un petit peu de pression pour que, ou du moins de faire reconnaître que ces scénarios-là ne répondent pas aux besoins des Québécois qui parrainent, pour qu'ils soient révisés à la hausse pour les familles, tout simplement. C'est ça que j'ai à dire. Donc, j'espère qu'on va être entendu. Faut pas oublier non plus que dans cette audition-là, il y a des membres du Parti québécois qui vont nous entendre. Et selon les sondages, ils formeront le prochain gouvernement en 2026. Donc, c'est aussi l'occasion de plaider notre cause au futur gouvernement qui pourrait, à ce moment-là, avoir aussi un impact. Donc, on croise les doigts. Vos membres, est-ce qu'ils vont rester optimistes ou pessimistes? Que le conseiller, l'optimisme ou du pessimisme? Ben écoutez, c'est difficile à dire. Moi, je pense que les membres font ce qu'ils peuvent. Ils sont dans des situations très difficiles. On a des membres qui sont séparés depuis leur famille depuis des années maintenant, parce qu'on parle du dossier de parrainage, on parle du délai de 41 mois, mais il y a des personnes qui étaient en processus avant. Là, des fois, il y a des choses qui se passent avant la demande de parrainage aussi, qui peuvent faire en sorte que les familles sont séparées plus longtemps. Donc, écoute, je pense que les gens s'accrochent. Est-ce qu'on est optimiste? Je pense qu'avec beaucoup de prudence, on est conscient qu'on continue à faire parler de nous. Je pense qu'il faut aussi être réaliste. Les scénarios ont été posés pour nous bien avant. Donc, c'est Christine Allé, dans une entrevue avec le Journal de Chambly, disait: moi, je pense que ça a déjà été déterminé d'avance, qu'on va pas pouvoir faire changer la commission d'idées. Peut-être, mais c'est quand même une opportunité de se faire entendre, de plaider notre cause, de peut-être convaincre aussi là, les autres partis, ou même de faire réviser le parti au pouvoir, de convaincre le parti au pouvoir de réviser ses positions. Donc, on doit rester optimiste malgré tout. Mais pour ça, il faut aussi que les gens s'engagent et participent et fassent des choses comme relayer la pétition et signer la pétition. Je sais que je suis fatigante avec ma pétition, mais s'il vous plaît, signez et relayez ma pétition. C'est vraiment important. C'est une façon de se faire entendre. Ça va être déposé au Parlement. Ils vont être obligés d'y répondre. Donc, il faut que ça marche. C'est ici que prend fin notre émission hebdomadaire de ce samedi 27 septembre 2025. C'est toujours un plaisir de recevoir sur nos antennes Marie-Gervais Pilon. Je rappelle qu'elle est vice-présidente de l'organisation à but non lucratif Québec Unifié. Nos auditrices et auditeurs pourront suivre l'entièreté de cette émission sur nos plateformes réseaux sociaux, Facebook et YouTube. À samedi prochain avec notre invité Louis-Philippe Janard, coordonnateur du volet protection TRSI, personnes réfugiées et migrantes au Québec. Sur ce, je vous quitte à la présentation Norbert Laternier Alain. Merci d'avoir été des nôtres et à samedi prochain. Merci beaucoup Norbert. Faut pas dormir, faut travailler.